Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accueillir dans ce décor un petit peu de cuisine sympa, Zoom Café via l'application Zoom, du coup d'accueillir Caroline Jurado, la reine de la crypto. Salut Sébastien, merci pour l'invitation. Ouais. Du coup, Caro, merci beaucoup. Ça fait un petit moment là que je te suis. J'ai pas eu le plaisir de découvrir ta newsletter, mais tu as une super newsletter qui permet de vulgariser tout ce qui est crypto-monnaie, de l'expliquer de manière très clairement pour les gens qui pigent rien comme moi, sur d'autres sphères. Et du coup, merci déjà pour cette newsletter parce que jusqu'à présent, je crois que tu es un peu une des rares à faire ça, un petit peu vulgariser un petit peu ce monde. Sur ce positionnement, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux. Ouais. Un monde qu'on connaît pas trop. Après, du coup, on est quand même à dire vieille France, on aime bien les billets, on aime bien sa carte bancaire, du coup les cryptos, ça nous intrigue un petit peu. Donc voilà, donc en tout cas c'était chouette de pouvoir aller à ta rencontre. Alors comme le veut le podcast, on commence toujours par un petit portrait chinois, histoire de te découvrir un petit peu, et puis c'est un peu le warm-up du podcast. T'es OK pour ce petit portrait chinois? Allez, c'est parti. Alors, Caroline, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Je serais jaune. Parce que je suis vraiment une fille du soleil. Je trouve que c'est une couleur qui est hyper joyeuse, qui apporte beaucoup de chaleur et de bonne humeur. Donc, je dirais ça. Ok, une fille du soleil. Tu sais que moi, je viens du sud à la base, du Côte d'Azur. Donc, tu viens du sud aussi, peut-être? Je viens de Montpellier, ouais. Voilà, fille du soleil. C'est sûr qu'à Montpellier, c'est chouette aussi. On a du soleil, on a des plages et voilà. C'est pas la même température. Quand c'est le mois de mai, de l'autre côté, il fait chaud et beau, on va à la plage. Et puis ici, on a encore la doudoune à 15 degrés. Ouais, c'est clair, c'est tellement dur. C'est clair. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu affectionnes particulièrement, ça serait lequel et pourquoi? Alors, je suis vraiment une fille du matin parce que c'est là que j'ai la meilleure énergie. Je me réveille très facilement, je suis toujours de très bonne humeur. C'est un moment de la journée, je trouve, où il y a une belle lumière, tout est tranquille aussi, donc voilà. Ouais. Et tu sais que c'est très important de capter les premières lumières du jour. C'est vrai que ça a un effet stimulant sur nos hormones, sur notre peps, sur plein de choses, sur la peau, sur plein de trucs. Voilà, je suis pas un expert, mais en tout cas, je l'ai lu quelque part et je trouvais ça intéressant. Mais c'est vrai que le matin, c'est chouette. Ok. Est-ce que tu aimes lire ou regarder des films? J'aime les deux. T'aimes les deux, tant mieux. Alors, si tu devais choisir un livre qui t'a particulièrement touché et dont tu gardes un bon souvenir et qui te sert éventuellement encore? Il faut que ce soit un livre business ou pas? Pas forcément, non. Un livre qui te... non, un livre qui t'a touché. Je vais te faire une réponse vraiment d'enfant, mais c'est pas grave. Moi, tu sais, le livre qui a changé ma vie, comme je pense quasiment toute la planète, c'est Harry Potter. Harry Potter, ouais, c'est super ce livre. Donc vraiment, j'étais pile, tu sais, je suis de 90, donc je suis vraiment pile la génération Harry Potter. Il y avait 11 ans à l'âge où Harry Potter avait 11 ans. Et donc tous les trucs, ça a vraiment structuré ma vie. Ces livres-là, c'est vraiment cette saga-là qui m'a appris à adorer lire, la fantaisie, cet amour un peu de l'imaginaire, tout ça. Donc je dirais ça. Je comprends. Alors, l'imaginaire, c'est sympa, mais du coup,
D'où un peu aussi, en fait, ça active un peu notre créativité aussi. Notre Ouais. imagination, notre créativité. Et ouais, c'est hyper intéressant. Du coup, bah, le film aussi, mais finalement, t'as aimé le film En film, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, j'ai pas de. Enfin, là, comme ça, il me vient le film que j'ai regardé hier soir, que je trouvais trop bien, qui vient de sortir sur Amazon Prime et qui s'appelle R, je crois. Tu sais, c'est l'histoire sur la collaboration entre Nike et Michael Jordan. Ok. Et c'était genre exactement le genre de film que j'adore, où c'est une équipe qui part perdant. Ils sont tous en galère, ils sont derniers, etc. Et ils arrivent à créer un truc. Et tout le film, tu les vois en train de devenir meilleurs, réfléchir, s'améliorer, commencer à avoir confiance vu des difficultés. Puis à la fin, c'est genre tout d'un coup, personne croyait en eux et c'est eux qui réussissent. Et donc, j'adore ce genre de truc. En plus, Michael Jordan, c'est quand même quelqu'un qui est assez inspirant par sa Oui. carrière, par pas mal de citations qui sont reprises, qui ont été reprises dans des interviews qu'il a faites. Voilà, il a quand même un spirit qui est hyper. Bah là, c'était vraiment sur le tout début de sa carrière. Du coup, quand il y a eu la collaboration qui a été faite entre eux, c'était trop, trop intéressant. En tout cas, ils ont bien misé, hein, parce qu'ils ne sont pas trompés. Ah bah oui. Ils sont pas trompés. Ok. Alors, si tu devais me donner ta principale qualité, selon toi, ça serait quoi? Je pense que ma principale qualité, c'est que je suis très enthousiaste. Donc du coup, les gens qui me côtoient apprécient de faire des trucs avec moi parce que je suis toujours de bonne humeur, enthousiaste, etc. Donc ça, c'est un des trucs que j'aime bien, quoi. Ok. Ça se ressent dans ma manière de produire du contenu. Quand tu communiques à un grand nombre de personnes aussi, c'est utile, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah, en plus, comme on dit, les gens, comment dire, les gens enthousiastes, ils amènent du peps, de l'énergie souvent aux autres. Du coup, c'est important. En tout cas, il y a des, comment dire, c'est un peu des catalyseurs de bonne humeur, quoi. C'est ça qui est chouette. Exactement. Ça et le soleil, tu vois. Que demander de plus? Ouais, voilà, bah ouais, le soleil, c'est sûr, c'est un catalyseur de bonne humeur, ça c'est sûr. Vitamine D plein pot. Donc en fait, finalement, tu es un catalyseur de vitamine D pour les autres. Ok. Et si tu devais me donner ton principal trait de caractère, ça serait lequel? Mon principal trait de caractère? Je saurais pas te dire. Attends, comment est-ce que tu définis un trait de caractère, du coup? Bah, je sais pas, ma dernière invitée, elle m'a dit qu'elle était têtue. Bah, j'avoue, je saurais pas quoi dire. Enthousiaste? Franchement, j'aurais pu te le dire dans caractère si tu me l'avais pas demandé avant. Bon, mais c'est pas grave. Après, voilà, ça vient pas spontanément, c'est pas grave. Alors, si tu avais une personnalité qui t'inspire, alors pas forcément, ça peut être quelqu'un de connu, pas connu, peu importe, mais quelqu'un qui t'inspire, qui peut être un modèle pour toi. Qui est-ce qui pourrait être un modèle pour moi en personnalité? Putain, t'aurais dû me donner les questions à l'avance que je puisse te... Ce genre de truc. Faut que ça vienne spontanément. Ah ouais, d'accord, mais bon. Je sais, franchement, j'arrive pas à me projeter sur une personnalité qui m'inspire particulièrement. Ni même là, une personne, il n'y a rien qui me vient. Je vais faire ça sur toutes tes questions, c'est une cata. Mais non, c'est pas grave. T'inquiète pas, tout va bien. Alors, je vais te poser la question différemment, peut-être que ça va donner. Si tu avais envie que j'interviewe une personne Ok. qui nous parle très particulièrement de son mental, parce que voilà, il a quelque chose qui est inspirant. T'aimerais interviewer qui? Alors, sur son mental, je dirais Johan Lopez. Pour le coup, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que, genre, rien ne vient l'impacter. En fait, je pense même que c'est pas un humain. Je pense que c'est un robot. Mais est-ce que du coup, il est très, contrairement à moi qui ai des énormes variations, lui, il est très très flat dans sa manière de gérer les choses. Et donc du coup, bah, j'ai l'impression que ses peurs, ses inquiétudes, il les gère vraiment, compartimente bien. Enfin, ça l'impacte jamais vraiment. Ok, bon bah Johan Lopez, si tu nous entends ou si tu nous écoutes, on va prendre rendez-vous. On va découvrir ça. Il fait quoi dans la vie? Lui, il dirige un média qui s'appelle Snowball, qui est un média dans les finances perso, Ok. qui est assez connu, reconnu. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Bon bah allez, on trouvera ses coordonnées pour aller le contacter. Allez, une petite dernière. Si tu devais choisir un pays où tu serais capable d'aller vivre, en dehors de la France, bien évidemment. Un pays où je serais capable d'aller vivre, franchement, je pense que je serais capable d'aller vivre dans n'importe quel pays où il y a du soleil et où il y a la mer. En vrai, mon dream, ça serait d'aller vivre sur une île où il y a personne, juste le soleil et la mer.
Voilà, un ordi, une connexion. Ouais, bah, franchement, limite, hein. Ah ouais, à ce moment. Ouais, c'est vrai que bon, en tout cas, bon, ça serait triste de pas recevoir ta newsletter. Mais sinon, non, mais moi, je suis très attirée, oui, par les pays du sud de l'Europe où je trouve qu'il y a vraiment cette espèce de bon vivre, du sud de l'Espagne, du sud de Portugal, du sud de l'Italie. Enfin, ce truc un peu Dolce Vita, je pense que c'est probablement parce qu'on vient de passer l'hiver et que moi, je suis pas partie, que je suis restée à Paris, mais je suis vraiment en manque de ça, quoi. Ouais, en fait, là, quand tu me dis Espagne et tout, ça, là, tu m'as envoyé à Séville en 2 secondes. Ce que j'allais dire, purée à Séville où ça sent la fleur d'oranger dans les rues, Ouais, c'est ça la vie qu'on mérite. boire une bonne sangria. C'est clair. Voilà. La dernière fois que j'y suis allé, c'était dans une hacienda, c'était trop bien. Mm. C'est le cœur là-bas, en fait. Et puis les gens sont chaleureux, donc c'est super agréable. Mm. Bon, bah super, tu vois, on y est arrivé, tu n'avais pas besoin d'avoir les questions. Ok. On revient sur ton parcours. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu quelques-unes? Alors, du coup, comment t'es arrivé jusqu'au crypto? Bah là, du coup, tu gères ta propre entreprise, mais tu as toujours fait que ça ou c'est quoi un peu ton parcours? Alors, enfin, j'ai dirigé plusieurs entreprises, mais j'ai aussi été salariée. En fait, j'ai commencé à bosser dans le milieu RH quand j'ai commencé ma carrière. Moi, j'avais 23 ans, quoi. J'ai bossé dans une asso sur les RH. Ensuite, j'ai créé ma première start-up. Après ça, que j'ai dirigée pendant 3 ans, qui était une boîte de logiciels RH. Donc, on était 10 dans l'équipe. Je l'ai revendue au leader de mon marché. Donc là, j'ai été salariée de mon acquéreur pendant presque 2 ans. Et quand je l'ai quitté, j'ai monté une nouvelle boîte qui était un peu une boîte d'accompagnement des entrepreneurs sur la partie vente en B2B, parce que c'était de SaaS en B2B, parce que c'était quelque chose que je maîtrisais très bien. Et en parallèle de ça, parce que c'était un peu chiant de faire ça, en disant que c'était un peu plus histoire de capitaliser sur mes compétences que par passion que j'avais fait ça, j'avais décidé de lancer une petite newsletter sur les cryptos pour m'amuser. Et donc j'ai fait ça pendant 6 à 8 mois. Et puis en fait, à un moment, j'ai vu la croissance du truc et j'ai dit ok, je bascule, j'arrête mon entreprise qui s'appelait Closing Baby. Je l'ai arrêtée et je suis passée à temps plein sur les cryptos de Caro. Et donc en janvier, et j'ai commencé en janvier, donc là on est en 2023. En fait, en janvier 2022, je suis passée à temps plein sur les cryptos de Caro. Donc ça fait un an et quelques mois que je suis à temps plein dessus. Ça, Mm. ça monte, ça monte. Ok. Donc avec tout ton parcours, avec un peu de recul, qu'est-ce qui t'inspire ton parcours? Il m'inspire le fait que, enfin pour moi, le plus important c'est d'être libre. C'est vraiment ça, c'est de pouvoir trouver du sens dans ce que je fais, de pas avoir de limites, de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, selon mes propres conditions. C'est vraiment ce que je retrouve le plus sur les périodes de ma vie où je suis le plus heureuse, c'est celle où je suis totalement libre de faire ce que je veux. Ouais, cette notion de liberté qu'on recherche tous, hein. Ouais. Mais tu vois, même quand j'étais CEO, je mets vraiment trop des guillemets parce que tu sais, j'avais 24 ans. Mais bon, c'est marrant. Du coup, on était 10, donc j'avais 8 salariés qui étaient directement dans l'équipe que je devais manager. Et en fait, j'étais pas du tout libre. J'avais des actionnaires, j'avais des salariés. C'était une vie. C'était comme une vie de salarié, sauf que c'était un peu plus la fame parce que j'étais CEO. Maintenant, je veux plus. Enfin, genre, ce niveau-là, moi, j'ai besoin de beaucoup plus de liberté que ça. C'est pour ça que je veux absolument pas recruter. Je veux bosser qu'avec des freelances qui ont leur propre boîte, aussi sur des projets, pour garder la liberté maximum que j'ai en ce moment, quoi. Ouais, et puis les salariés, c'est jamais simple, hein. Moi aussi, pareil, j'ai eu un peu de RH à gérer, mais bon, plutôt dans le sport, mais c'était déjà compliqué, quoi. Donc, Ouais, les c'est pas pour moi. emplois, etc., etc. Mais bon, pallier les absences. Oh là là. Bon, voilà, la RH, on la laisse aux autres, hein. Ok. De quoi tu es le plus satisfaite? Dans quoi? Dans Ton parcours? mon parcours? Eh ben, ce dont je suis le plus satisfaite, c'est que ça m'a jamais fait peur de faire des choses. Des choses que je savais pas faire, des choses que je découvrais. J'ai passé mon temps un peu à sortir de ma zone de confort et ça m'a permis de me sentir aussi super libre. Donc c'est ça qui me plaît le plus. Ok. Donc toi, tu es un peu du style, bah en fait, tu as une idée, tu y vas, action, et puis tu verras bien ce qui se passe. Oui, 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 vraiment. Je me pose des questions
beaucoup après en général. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc du coup, tu oses, tu te lances, t'as ton idée, tu y vas. Bon, t'as un plan ou t'as pas de plan? Non, j'ai jamais de plan. Ok, et tu vois comment ça prend ou pas en fait. Exactement. Franchement, sur les cryptos de Caro, j'avais même pas le plan que ça soit une boîte, que ça soit monétisé. J'avais aucun plan. J'avais juste envie de tester, de voir ce que c'était. Ouais, et puis tu Donc, te fais plaisir en même temps. Du coup, c'est quelque chose qui te. oui, et ben exactement. Ok, donc si je te pose la question, rendre possible l'impossible au prisme de ton parcours, finalement, bah, t'as pas d'impossible. Putain. Non, non, il n'y a pas d'impossible. Ok. On va parler de ton mental maintenant. Oh, purée. Ok. Si tu veux définir ce mot mental, alors je te demande pas de me donner la définition du dictionnaire, hein, mais si tu devais Mm. définir toi ta propre définition de ce mot du mot mental, tu te définirais comment? Bah, je sais pas, j'ai l'impression que le mental, c'est un peu ta solidité, ce qui fait que tu vas avancer, quoi, dans tes objectifs. Et si tu devais décrire une personne qui a un bon mental, comment tu dépeindrais cette personne-là? Et ben, je dirais que c'est quelqu'un qui, alors attends, un bon mental, selon moi, ça serait quelqu'un qui est positif, qui a des objectifs, qui y va, qui avance, qui et qui se laisse pas ralentir par son mental, je dirais ça. Pas trop, enfin pas trop impacté, que l'extérieur n'impacte pas trop son mental, je dirais. En fait, quelqu'un qui est capable de nuancer un petit peu aussi, ouais, Ouais, de les, prendre du recul. Enfin, capable d'aller dans une montgolfière et regarder les choses de plus haut pour ouais, aussi, ouais. prendre des bonnes décisions. Ok. Alors, je vais te poser la question, mais je connais déjà la réponse. Est-ce que selon toi, l'enthousiasme est primordial pour le mental? Eh ben, je sais pas s'il l'est dans l'absolu, mais pour moi, en tout cas, il l'est absolument, oui. Genre, j'arrive à rien faire si je suis pas enthousiaste de le faire. Est-ce que tu te prépares mentalement? Est-ce que tu as des choses que tu mets en place? Alors, ça se trouve, tu les mets en place, comment dire, de manière inconsciente, mais est-ce que Euh, tu fais? alors, j'ai des petits rituels. Alors, tu vas me dire si c'est ça, mais typiquement, je sais que ben, quand tu travailles tout seul et que t'as pas forcément enfin, t'as pas de personne qui est là pour t'obliger à faire des choses. Moi, ce qui m'aide, c'est par exemple, de préparer ma to-do des choses à faire à l'avance, genre la veille. Et je sais que quand je dors avec les informations de ce que je dois faire le lendemain, c'est beaucoup plus facile de m'y mettre. Ou alors, je sais pas si c'est ça, mais typiquement, je vais toujours ranger mon bureau avant de commencer à bosser. Voilà, je dirais ça. Oui, bah, en fait, tu te programmes pour ta journée du lendemain, quoi. Tu visualises un petit peu ou pas du tout tes journées? Du Euh, lendemain, ou juste, si, bah, si, en fait, la to-do, je visualise aussi tous les trucs que je dois faire et comment ça va se passer, etc. ok. Donc, tu utilises un peu ce qu'on appelle la visualisation mentale de la réussite, c'est-à-dire tu fais ta to-do, tu visualises les actions que tu dois mener et ben, tu les visualises de manière positive dans leur réalisation, quoi. Ouais, je me visualise Ouais, surtout le midi sur ma terrasse au soleil en train de bouquiner, j'avoue. bah, c'est bien, ça. C'est une bonne préparation mentale pour se faire du bien aussi, hein. C'est-à-dire, en fait, dans la préparation mentale, beaucoup, on l'associe énormément à l'efficience et à la performance. Ok. Et il faut aussi la relier aussi au bien-être, c'est-à-dire que bien-être, pas de performance. Donc ça, c'est important. Est-ce que tu penses que c'est important de se connecter avec soi-même? Ah bah oui, je pense. Et est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques? Est-ce que tu fais de la méditation ou est-ce que tu fais, je sais pas moi, des... Alors, je fais pas de méditation. Je fais, par contre, enfin, 3 fois par semaine, je fais un cours de dynamo. Je sais pas si tu connais, mais en gros, c'est du vélo en salle, mais du c'est cycling, du cycling dans une salle noire? exactement dans une salle noire avec des bougies, etc. Et alors, j'y vais vraiment 3 fois par semaine parce que souvent, je me sens submergée par mes émotions en fin de journée. Et du coup, j'ai besoin d'évacuer et enfin, de me remettre à neutre, quoi. Et ça, c'est à peu près le seul truc que j'ai trouvé qui m'aide. Tu utilises la dépense énergétique pour... Ouais. Ouais. C'est Caroline Mignot qui fait ça aussi. Je crois qu'elle en fait pas mal aussi du... Mais souvent, on y va ensemble. Tu vois. Donc voilà, donc du coup, je vois la salle noire avec les petites Oui. photos qu'elle met des fois de temps en temps sur son Instagram. Ok, on va parler de confiance. Est-ce Mhm. que la confiance est quelque chose que tu as acquise avec le temps ou c'est quelque chose que tu as pu déjà avoir par le biais de ton éducation parce que tu avais des parents qui étaient encourageants et souvent ça part de là, l'estime de soi, la construction de la confiance, ou au final bah, c'est plutôt au gré des expériences, oser, agir, réussir que tu as pris confiance.
Déjà, je saurais pas dire si j'ai confiance dans ce que je fais. Je me remets beaucoup en question souvent. Je suis rarement satisfaite de ce que je fais, etc. Mais j'ai juste l'impression que c'est pas grave de pas faire des trucs bien. Tu vois, enfin, je me dis que je suis dans un processus d'apprentissage, tu vois. C'est plus que je me pose pas la question. Enfin, oui, c'est plus que je me dis que c'est pas grave de faire quelque chose de mal, qu'il vaut mieux faire quelque chose que rien faire, que d'avoir confiance dans ce que je fais ou quoi. Ça me fait penser à la citation de Caro, j'avais interviewé l'autre Caro. Vaut mieux mal fait que pas fait. Oui, bah, enfin, typiquement, ça, c'est sûr que c'est un truc que je pense. Ouais. Du coup, comment tu te situes par rapport au potentiel droit à l'erreur? Alors souvent en France, on appelle ça des échecs. Moi, j'appelle ça des expériences. Après, tu peux Ouais. calculer la réussite ou pas. Mais si tu te plantes sur un truc, c'est quoi? Comment tu réagis? Tu persistes et tu essayes comment dire, de remodéliser le truc jusqu'à réussir ou comment tu t'y prends? Ben, alors, c'est assez difficile parce que dans mes précédentes expériences, je crois que je me sentais quand même plus libre d'échouer parce qu'il y avait une distinction très forte entre l'entreprise et le projet de l'entreprise et qui je suis en tant qu'humain. Et comme la façon dont ma boîte s'est lancée là, ça a été un peu parce que c'était mon image et c'était moi qui m'amusais sur un truc et c'est devenu un business. Du coup, j'ai pas encore, je pense, très bien formalisé le travail il y a le business et il y a Caro et ce sont des personnes différentes. Et du coup, l'échec d'une action ou du business, ça veut pas dire que Caro est en échec. Ça, c'est des trucs qui sont pas encore super clairs pour moi. Du coup, je vis quand même beaucoup chacun de mes échecs comme des échecs personnels. Et ça peut aller très loin, du style, une vidéo qui marche pas, c'est un échec. Un contenu qui plaît pas, c'est un échec. Un client que tu signes pas, c'est un échec. C'est vrai que j'ai quand même beaucoup ce truc-là. Après, j'arrive quand même de plus en plus à prendre du recul. Et je me dis que de toute façon, il vaut mieux faire mal que pas faire. Tu vois, je Ouais, me bien dis sûr. que bon. Ouais, il vaut mieux oser et puis voir comment ça avance. Ça, c'est sûr. Ok. Mais du coup, tu as quand même cette distinction de, bah voilà, quand même, un échec, ça te pèse quand même un petit peu, quoi. Oui, j'ai quand même ce truc-là. Plus maintenant que j'ai du mal à distinguer l'entreprise de moi, que de plus en plus, je fais de plus en plus de la distinction et du coup, ça me dérange moins maintenant. Typiquement, il y a une époque où si jamais je faisais des vidéos qui marchaient pas pendant une semaine, j'étais au fond du trou, alors que maintenant, je m'en fous. Vraiment, ça me fait plus ni chaud ni froid. Mais ça reste un apprentissage. C'est très aléatoire, les vidéos. Mm. Et, Mais je veux dire, je prends ça comme exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. bah, justement, par rapport aux vidéos, en tout cas, j'ai fait l'analogie un peu avec le regard des autres. Comment tu gères un peu le regard des autres? Je sais que, bon, bah voilà, les cryptos de carreau, c'est un peu un univers à plutôt connotation très très masculine, quoi. Donc, on vient souvent de chercher des, comment dire, Des noises. j'allais dire des puces dans la tête, alors que bon, il y a aucune raison. Ça, Mm. quoi. Comment tu gères tout ça? Parce que, enfin, bon, voilà, j'ai quand même eu l'occasion souvent, en fait, enfin, voilà, sur certains de tes commentaires, enfin, voilà, d'alpaguer un peu quelques abrutis. Bon, il faut les appeler comme ils sont, hein, des abrutis. Comment tu le gères? Parce que c'est quand même pas facile, parce que t'as quand même une grosse communauté. Les vidéos, elles font quand même beaucoup de vues, t'as quand même beaucoup de commentaires. Et puis, du coup, bah, tu te retrouves alpagué par on appelle ça des haters. Mais voilà, donc ça doit être pas facile à gérer. Comment tu fais pour le gérer? Ou comment tu as évolué ou même dans la gestion De ce truc-là. Ouais. Ouais. Alors, je le gère assez mal. Vraiment, je le gère assez mal. La chose positive que je vois, c'est que j'essaye d'avoir toujours une communication bienveillante, de mettre du cœur dans tout ce que je fais et que de toute façon, ça attire les gens qui pensent comme moi. Donc, j'ai un cœur de communauté. Ma communauté, elle est extrêmement bienveillante et je me fais jamais dégommer par ma communauté. Donc, je vais recevoir des commentaires négatifs des gens qui sont soit des concurrents, soit des acteurs qui sont de manière un peu éloignée de mon écosystème, qui vont voir d'un mauvais œil ma croissance et ce que je fais, etc. Donc ça c'est déjà la première distinction, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une époque où je croyais que en fait tout le monde me détestait. Donc là c'était très dur. Quand j'ai commencé à comprendre en fait que les commentaires des haters c'était toujours les mêmes types de personnes, les mêmes profils, c'est toujours comme par hasard des gens qui avaient des newsletters concurrentes ou qui vendaient des espèces de produits dans la finance, qui n'avaient pas trop intérêt à ce que moi je sois connue, ou
Enfin, c'était toujours les mêmes types, finalement, de personnes. Et donc là, j'ai commencé à me dire, c'est peut-être un intérêt business, finalement. Et donc, à le prendre un tout petit peu moins personnellement sur ces trucs-là. Et du coup, ce que j'ai mis en place quelques petits protocoles pour survivre à ça. Ça m'arrive quand même assez souvent. Dès que j'ai un pic de visibilité, ça manque pas, j'ai toujours un bad buzz qui part. C'est très, très régulier chez moi. Et donc, ce que je fais déjà, c'est que sur la majorité des réseaux sociaux, je ne vais jamais voir les commentaires. Vraiment, jamais, jamais. Il y a juste sur LinkedIn où je vais répondre un peu aux commentaires au début de lancement des posts parce que ça permet un peu de donner de la visibilité aux posts. Par contre, tu vois, j'ai souvent des gens qui font ça arrive d'avoir des gens qui disent des trucs très méchants sur moi, sur LinkedIn, et là, je demande à mon assistante de les bloquer. Je veux pas les voir, ces gens. Je veux pas qu'ils arrivent sur mes posts. J'ai pas envie de voir ça dans mon univers, quoi, qu'ils existent, mais en dehors de moi. Ça, c'est les premiers trucs. C'est assez rare que ça vienne jusqu'à mes DM. En général, il y a que ma communauté qui m'écrit en DM. Si je commence à recevoir des trucs en DM, c'est qu'il y a vraiment un énorme truc qui est parti en live. Et dans ce cas-là, en général, avant, je culpabilisais du fait d'être mal et de pas réussir à bosser. Maintenant, j'ai juste accepté que, malheureusement, avec le boulot que je fais et la haine qui existe dans mon écosystème, j'ai pas le choix que d'intégrer dans mon calendrier que va y avoir un temps de gestion de mes émotions et que peut-être qu'il peut y avoir une demi-journée par semaine où je vais pas bosser parce que je vais juste être mal parce que il y a eu des trucs que j'ai lus qui étaient trop méchants, trop violents, trop voilà. Et donc en fait, c'est juste que maintenant je culpabilise plus quand je bosse pas à cause de ça, quoi. Finalement, ils t'ont fait progresser. Ouais. Au final, tu vois. Donc, du coup, il y a aussi trouver du bon. Du coup, c'est souvent, en fait, c'est souvent dans l'adversité aussi qu'on progresse, hein, les gens qui nous mettent en difficulté, voilà, puis on rencontre pas que des gens sympas dans la vie. Non. Donc, les rencontres, c'est aussi le moyen aussi de progresser dans plein de choses et puis de savoir comment on peut se définir, quelles sont nos limites. Ça nous permet donc c'est toujours intéressant, voilà, de comment dire, voilà, même si c'est des rencontres pas agréables, des fois elles peuvent nous servir à mieux gérer celles d'après. Alors pour rester positive, tu fais comment? Alors je sais que tu te lèves, du coup tu nous as dit que dès que tu te lèves le matin, tu es toute joyeuse et tout, mais est-ce que tu as quelque chose qui te permet voilà, de conserver un peu ce peps, cette positivité tout au long de ta journée? En fait, quand j'ai pas d'événements extérieurs, je suis de bonne humeur, quoi. Disons que, j'ai l'impression que c'est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que si on n'est pas en train de m'insulter ou me taper dessus, je suis contente, quoi. Donc quand par contre on est en train de m'insulter et de taper dessus, je suis pas très contente. C'est sûr que ça me touche. J'aimerais bien que ce soit pas le cas. Et dans ces cas-là, il y a rien à faire, franchement, juste à attendre. Mais sinon, sur la journée, il fait beau. J'ai mon chat qui gambade autour de moi, mon boulot, je l'adore et je fais ce que je veux. Ah ouais, c'est vrai. Tout le temps heureuse, quoi. Je suis en train de me faire rêver là. m'a fait partir assez vite, là, je suis le chat. Ok. Alors, on va parler de motivation et ensuite on en reviendra sur la gestion des émotions. Donc, Ok. est-ce que tu as des trucs pour te motiver? Eh ben, je pense que je suis une personne très basique, mais tu sais, moi, ça me motive de ouf, rien que de pouvoir barrer une liste de to-do. Donc en fait, moi, je fais ma to-do, ça me fait plaisir de me projeter sur la faire et qu'ensuite ça fait, et ensuite du coup, le faire et barrer les trucs, ça suffit à me motiver. Mais dans un contexte aussi où je décide de tout, je comprends tout, je fais tout parce que j'estime que ça a un sens. C'est vrai que quand j'étais salariée et qu'on m'imposait des trucs, ça me permettait pas d'être motivée de faire ça, tu vois. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a toujours les certaines contraintes qui sont, Oui. malheureusement, on peut pas faire avec. Bon, après, on a un peu des feux de tête. Des fois, c'est bon, voilà, faut s'adapter. Oui. Et après, c'est super basique aussi. J'ai l'impression que je te répète tout le temps les mêmes choses, mais typiquement les jours où il fait beau, je pense que ma motivation elle est à 1000, et les jours où il fait gris, j'ai un peu envie de rien faire, quoi. Ouais, après c'est un peu, comment dire, c'est très végétal, j'ai envie de dire, c'est un peu comme les fleurs, quoi. Ouais, exactement. À partir du moment où il fait beau, hop, elles ouvrent leurs pétales et elles emmagasinent un max d'énergie Ouais, c'est ça. au soleil, et puis quand il fait tout gris, ça se referme. Ok. Après, voilà, on est, comment dire, tout ce qui est le soleil, prendre l'air, avoir ne serait-ce que boire de l'eau. Enfin, finalement, on peut se comparer un petit peu même avec des végétaux, hein.
Ok, gestion des émotions. Bah là, on rentre dans un sujet qui. Est-ce que tu as déjà eu à gérer du stress? Alors, pas le stress tu sais, le stress qui te booste parce que tu as un événement un peu excitant et Ouais. tu as envie d'y aller, mais plutôt l'autre, le stress un peu pas agréable et souvent qu'on appelle, du coup, la pression, tu vois, une sorte de truc Ah pas. bah oui, tout le Et, temps. du coup, comment tu fais pour gérer ça? Bah, je crois que je le gère pas très bien, hein. Ah, Non, mais tu dois le gérer quand même. Tu dois avoir- ben, je pense, tu vois, mais ça, quand même, enfin, typiquement, moi, j'ai plusieurs types de stress, mais j'ai beaucoup, tu sais, le stress que tout s'arrête, que j'ai plus d'argent, plus personne n'ait envie d'écouter ce que j'ai à dire, et que je me retrouve sous un pont. Tu vois, j'ai beaucoup ce stress-là. C'est pas du tout un stress qui est rationnel. Enfin, vraiment, il y a 1 million d'étapes qui se passeraient avant ça, mais dans ma tête, ça existe beaucoup. Et du coup, je pense que ça m'arrive au moins une fois par semaine de faire une insomnie à cause de ça. Donc, c'est pour te Ouais. dire que je gère pas très bien, non? Ok. Bon, on va entamer l'accompagnement sur l'insomnie, la gestion. Après, ça peut être, ouais, ça peut être, comment dire, des peurs un petit peu inconscientes ou des choses. Mais c'est vrai que tu as raison. En fait, les choses sont des cycles. Il y a des choses qui peuvent s'arrêter, mais ça s'arrête jamais brutalement. C'est rare. Oui, et puis avant qu'on en vienne à que je dorme sous un pont, je Oui. pense que vraiment, il y aurait pas de raison de pas dormir la nuit à cause de ça, tu vois? Bon, et puis, tu auras bien comment dire, des amis qui, avant tout ça, auront la gentillesse de t'accueillir. Non, mais vraiment, ça a aucun sens rationnel, mais je sens quand même que j'ai des stress qui sont présents, qui restent quand même beaucoup là, et que je sais pas, ceux-là, en tout cas, je sais pas comment les gérer. Et après, j'ai aussi du stress parce que j'ai beaucoup d'interactions sociales dans le cadre de mon métier. Que ça soit parce que je reçois beaucoup de messages, de DM, que je vais être beaucoup sollicitée, etc. Et je sens que assez vite, dès que ma jauge sociale elle commence à être remplie, ça devient très oppressant pour moi et c'est hyper stressant. Et dans ce cas-là, genre, j'éteins mon téléphone, j'éteins mon ordi, je vais faire du jardinage, et ça me... Liberté. Ça revient à cette première notion de liberté. Et ensuite, ce que tu disais juste avant, ça me fait beaucoup penser aux athlètes. La veille des compètes, souvent, pourtant, ils se sont super bien préparés, ils sont prêts et tout ça. Et pour autant, il y en a qui angoissent et qui se projettent pas forcément toujours positivement dans la réussite de leur compète du lendemain. Au contraire, Mmh. parfois, ils se projettent à rater. Et Ouais. du coup, ouais, voilà. Bon, après, c'est des choses que tu peux travailler, que tu peux, comment dire, switcher. C'est-à-dire que bon, on peut avoir des pensées négatives, mais on peut apprendre aussi à les switcher, à les rendre positives. La force du mental est assez forte quand même. Oui, enfin oui, je m'en rends compte, en tout cas, au moins pendant les cours de sport. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Cours de sport, ça fait du bien. Allez, je vais te poser une petite dernière. Ouais. Il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu penses, Grave? Il ne faut rien lâcher. Ben, je sais pas si il ne faut rien lâcher, c'est-à-dire qu'il faut pas abandonner. Ben, ouais, ok, il faut pas abandonner pour des mauvaises raisons, je suis d'accord. Mais il faut aussi s'écouter, quoi, pour être heureux. Je dirais, il faut rien lâcher, oui, sur des périodes, quoi. Il faut pas abandonner alors qu'on est près d'un truc qui nous fera du bien pour le plus long terme. Mais je sais pas, moi, je suis pas contre tout arrêter et faire autre chose si jamais t'en as juste marre, quoi. Ok. Ouais, mais c'est sur les 100, ouais, c'est ça, 140 interviews que j'ai pu faire. Chacun a une vision un peu différente du ne rien lâcher. Bah, il y en a, c'est le pitbull qui lâche pas le bâton. Et voilà, il y en a qui m'ont dit, bah, je lâche tout en fait. Mm. Et puis, mais du coup, c'est assez intéressant parce que souvent, moi, ça m'amène tu sais, à une certaine réflexion, c'est-à-dire que d'écouter les autres dans leur modélisation un peu de leur monde et de leur façon de penser, ça peut être hyper intéressant par rapport à Ah ça. oui, c'est clair. Dire, bon, bah, est-ce que je lâche, est-ce que je lâche pas, est-ce que je prends de la hauteur avec ma montgolfière et je vois la Mm. situation et ensuite j'avise sur les sacs que je coupe pour prendre de la hauteur ou pas. Oui. Ok. Bah, écoute, Caro, merci beaucoup, en tout cas pour toutes ces réponses. Bah, merci à toi. C'est super intéressant, en tout cas, de pouvoir interagir avec toi sur cette interview. Et
la fin du podcast, je laisse toujours la parole à l'invité pour déposer quelque chose, tu vois, comme si tu devais écrire dans un épisode gravé sur une pierre. Quelque chose qui te tient à cœur de partager avec les gens qui écouteront l'épisode. Eh ben, je trouve que ce que ton podcast me donne envie de dire là-dessus, c'est que on porte vraiment pas assez d'importance la gestion des émotions, notre conception mentale des choses et notre bien-être mental, sur tout ça, sur la préparation mentale. Enfin, c'est genre un élément qui est clé, essentiel, et du bien-être de nos business et de nos différentes activités. Et que, en fait, faut juste pas qu'on le néglige, quoi. Ouais, c'est important. Il en faut un pour du coup être performant et efficient, parce qu'on est quand même dans un monde de performance, d'être performant. Donc, quel que ce soit en entreprise, que ce soit à son compte, parce qu'il faut gagner de l'argent pour pas aller sous les ponts, comme tu nous as dit, soit pour se mettre dans le sport, dans tout. Mais il faut pas négliger aussi sa santé mentale et son bien-être, pour toujours être, au taquet, quoi. Avoir cette énergie d'aller de l'avant. Super. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. De pouvoir t'interviewer. Si on veut retrouver ta newsletter, tout ça, t'as un site, c'est sur LinkedIn. C'est vrai que c'est accessible un peu partout, mais les cryptos de Caro.com ou sur LinkedIn, Instagram, ou tous les réseaux. De toute façon, je suis partout. Ok, voilà, tu es sur tous les réseaux. Ok, écoute, je te dis merci beaucoup. Merci encore pour ton temps qui est si précieux. Merci à toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test OMSAT pour évaluer tes qualités mentales.